Quand tu associes du son au produit, tu fais en moyenne plus 18% d'intention d'achat. Quand tu associes le bon son, donc c'est-à-dire un son travaillé, sur mesure, qui correspond vraiment à l'intention du produit, à ce que tu veux véhiculer comme valeur, c'est plus 40% d'intention d'achat. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de ne recevoir pas une mais deux personnes aujourd'hui dans cet épisode dans lequel on va un peu sortir, je vous le dis tout de suite, chers auditrices, chers auditeurs, des sentiers battus. On va parler de son, on va parler de musique, on va parler d'expérience auditive. J'ai à mon micro aujourd'hui Jean-Yves Le Porcher, très bien, directeur de l'expérience sonore d'Ircam Amplify depuis quelques mois, mais ça fait depuis janvier 2023, mais ça fait plusieurs années que vous collaborez sur le sujet. Ça fait 2 ans que je travaille avec eux en consultant et j'ai eu la chance de devenir le directeur de l'expérience sonore début de l'année 2023. Et de l'autre côté, alors c'est pas un ring, c'est tout à fait amical, Alexis Botaya, bonjour Laurent, que je connais depuis longtemps, il faut que je le dise à nos auditrices et auditeurs, qui est le directeur marketing et développement d'Ircam Amplify également. On s'est croisés dans d'autres vies dans le passé. Tu avais un cabinet de tendance que... du futur, on parlait du futur. Du futur, avant d'avoir d'autres expériences et d'arriver à l'Ircam, du coup à l'Ircam Amplify. Pour vous donner un peu de contexte, chers auditrices, chers auditeurs, il y a quelques mois, on a signé on a commencé à travailler avec un partenaire formidable, un client formidable qui s'appelle Krug, qui fait des champagnes, des vins très haut de gamme, avec un principe qui est assez fort. En général, les champagnes, dans les grandes maisons ou les maisons grand public, on va dire, on essaye d'avoir un vin qui se répète d'une année à l'autre. T'achètes un veuve... cette année et dans 2 ans, a priori, il aura le même goût. Chez Krug, le principe, c'est de respecter, ils appellent ça l'individualité parcellaire, c'est l'individualité de chaque parcelle. Et ils ont 400 parcelles avec lesquelles ils composent chaque année le vin qui doit représenter au mieux l'année qui vient de s'écouler. Une année pluvieuse, une année chaude, une année... voilà. Et donc, ils ont plusieurs cépages avec lesquels ils créent ces vins. Et il y a une salle, on est allé visiter le chai à Reims, il y a une salle dans laquelle on goûte, on fait une dégustation à l'aveugle des cépages ou des vins de Krug avec une expérience sonore assez incroyable et qui fait vraiment ressentir la profondeur, l'acidité, le vert, le frais de ces différents vins. J'en ai parlé à Alexis que je croise régulièrement et qui me dit mais c'est l'Ircam qui a fait ça. Vous pouvez me raconter un peu ce... Oui, c'est une expérience effectivement. Et le mot-clé là, c'est expérience qui a été développé pour Krug et qui t'accompagne dans la dégustation de ces vins clairs et du champagne. Alors le son a été conçu de manière très très particulière. Ce qui constitue le champagne, c'est des vins clairs. Donc ils sont allés chercher sur chacun des terroirs, sur chacun des vins clairs, quel est le son emblématique de chacun de ces vins, de chacun de ces terroirs. Et ils ont reconstitué ça dans une sorte de symphonie qui vient accompagner ta dégustation. Et en effet, c'est une expérience assez premium qui a été construite spécialement pour Krug. C'est intéressant parce que, et je laisserai Jean-Yves en parler plus longuement, mais le son, on sait aujourd'hui que c'est capable d'orienter ton expérience, a fortiori ton expérience de dégustation et de n'importe quelle expérience culinaire. D'ailleurs, il y a plein d'études qui en parlent. En préparant un petit peu ce qu'on allait raconter aujourd'hui, je suis retombé sur une étude récente qui est sortie dans le British Journal of Psychology qui montre que si tu mets une musique
puissante et lourde. Alors le sujet, c'est qu'est-ce que c'est qu'une musique puissante et lourde, mais une musique dite puissante et lourde pendant une dégustation, eh ben, tu considères que le vin rouge que tu dégustes est 60% plus puissant et plus lourd qu'il ne paraît sans la musique. Ok. Donc tu peux vraiment biaiser les expériences de dégustation, de consommation, rien qu'avec du son. Et ça, Jean-Yves, je pense que tu pourras nous en parler pendant des heures sur pourquoi ça marche. Alors on n'a pas des heures, mais biaiser, c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'on en parle souvent chez IRCAM Amplify, puisqu'on sait que le cerveau est particulièrement réceptif aux signaux sonores. Il faut 0,146 secondes, c'est très très rapide, 0,1 pour que le cerveau comprenne et détecte une information sonore. Donc c'est extrêmement rapide. Et on voit bien dans les expériences qu'on fait, la plupart du temps, le message est tellement fluide, le cerveau n'a pas besoin de beaucoup de temps pour processer le message sonore, qu'en général, l'information sonore arrive en premier. Avant même, et donc elle a un impact beaucoup plus fort sur le cerveau, et notamment sur les émotions. On voit bien d'ailleurs, quand on regarde par exemple un film ou qu'il y a une musique avec des accords qui nous touchent, on a les poils sur les bras, les goosebumps, comme on dit en américain. C'est pratiquement le seul sens qui est capable de te faire frissonner. C'est pratiquement le seul sens qui est capable d'aller aussi vite toucher la partie émotionnelle de ton cerveau. Donc c'est pour ça que c'est un outil puissant qui a été développé, on en reparlera, qui a été beaucoup exploré et développé à l'IRCAM. Et c'est ce qui est fascinant dans ce média sonore, c'est qu'il est très accessible, très rapide et très efficace d'un point de vue émotionnel. L'application et la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, elle est assez évidente. Mais pour terminer avec le contexte, vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, que j'ai reçu il y a quelques semaines Echo, qui accompagne des descriptions produits visuelles par des assets ou verbeuses, ça se dit pas, mais avec verbal, avec du texte de description audio. Qu'on peut trouver en magasin ou en ligne. Et puis, vous le savez, moi, je crois dur comme fer au son et à l'importance du son. C'est pour ça que j'anime ce podcast. Donc, la question qui sera un peu en trame de fond de cet échange, c'est comment utiliser au mieux la musique, le son, pour aider à vendre plus, vendre mieux, ou créer une expérience qui est unique et qui est originale. On l'a abordé souvent sur ce podcast. Il y a plein de produits qui sont pas évidents à décrire. Un parfum, un ingrédient, un vin. Comment est-ce que le son, par exemple, dans ce cas-là, peut m'aider à vendre mieux ou faire comprendre, en tout cas, les émotions que peuvent faire ressentir mon produit. Je vous propose, dans un premier temps, de me présenter l'IRCAM et l'IRCAM Amplify. Et puis ensuite, on va parler de musique, de son. D'ailleurs, peut-être que ce serait bien de les définir, d'expérience retail, de pourquoi intégrer le son dans une stratégie produit retail digital. On parlera aussi un peu d'avenir, d'expérience de ce son. Est-ce qu'elle se fait en ligne, dans des écouteurs, dans un métaverse, pourquoi pas dans un cinéma? Vous me parlerez de Netflix bientôt. On pourra parler de Nolan, peut-être, qui en a fait sa marque de fabrique, le son et les goosebumps. J'y pensais quand tu disais ça. Absolument. Bref, je me réjouis et j'espère que vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs. C'est quoi l'IRCAM? L'IRCAM, c'est une institution qui a été fondée par Pierre Boulez dans les années 70, concomitamment avec la création du Centre Georges Pompidou. C'est d'ailleurs toujours là, c'est sous les fontaines de Niki de Saint-Phal et Tinguely, c'est 4 niveaux en sous-sol. Et c'était une demande de Pierre Boulez à l'architecte, qui est le même architecte que le Centre Georges Pompidou, d'isoler complètement des vibrations de la ville. Donc, on va pas rentrer dans le détail architectural, mais c'est assez fascinant comme endroit. Et donc l'IRCAM, c'est un institut de recherche. Attends, c'est quand même un sacré hub. Vous êtes vraiment isolé? C'est hub de transport, je veux dire. Tu dois voir, t'as Châtelet qui est pas loin et tu dois voir. Oui, absolument. Mais c'est vraiment isolé puisque chaque studio est suspendu sur des sortes de silent blocks. Donc ne peut pas entrer en contact avec les vibrations de la ville. Donc c'est un endroit assez fascinant. J'espère que tu viendras visiter cet endroit. Avec grand plaisir. Qui est quand même un peu le temple du son pour les gens qui s'intéressent à l'acoustique et à la musique en général. Donc c'est une institution qui est très connue et très respectée des gens qui s'intéressent au son dans le monde entier. Ok. C'est environ 150 chercheurs qui travaillent depuis maintenant donc plus de 30 ans sur ces questions du son. Et la spécificité de l'IRCAM, c'est qu'il y a autant de créatifs, d'interprètes, de musiciens que de scientifiques, de psychoacousticiens. Donc c'est vraiment une sorte de cellule de création mixte où il y a de l'expertise acoustique et sonore et aussi de la création, des interprètes, des instrumentistes, etc. Donc c'est assez original, c'est assez unique au monde. Et voilà, donc beaucoup de recherches, beaucoup de brevets qui ont été déposés.
Il y a énormément de choses dont tu te sers, toi, aujourd'hui, qui ont certainement été détectées et développées par les chercheurs de l'IRCAM. Et voilà, c'est un endroit fascinant. On peut y aller en général, c'est un lieu de travail, mais régulièrement, ils font des portes ouvertes ou des festivals. Et donc, pour ceux que ça intéresse, de tes auditrices et de tes auditeurs, on peut s'y rendre lors de ces festivals. L'endroit est magique. Il y a des visites géniales à faire. Il y a ce qu'on appelle une salle anéchoïque, donc une salle sans écho. Tu rentres là-dedans, tout le son est absorbé. On parlait tout à l'heure en préparation du noir parfait, là, qui absorbe toute la lumière. Bah, c'est la même chose dans une salle anéchoïque avec le son. Donc, si tu restes suffisamment longtemps, au bout d'un moment, tu peux être un petit peu gêné parce que tu entends tes sons intérieurs. Enfin, c'est une expérience assez fascinante et c'est des salles qui sont utilisées pour des mesures sonores, pour savoir dans quel sens se dirige le son, etc. Donc il y a des espaces assez fous, et puis il y a une salle de concert qui s'appelle l'ESPRO, l'espace de projection. Là, on parle bien de l'IRCAM, le centre de recherche, qui est une salle dont l'acoustique est capable de passer en quelques secondes d'une acoustique de Sainte-Chapelle à une acoustique de petite chambre pour un petit concert de chambre. Parce que les plafonds bougent, que tous les murs se déplacent, ont des panneaux amovibles. Donc ça procure des expériences assez différentes, assez étonnantes, et ça, c'est assez unique au monde. La mission de l'IRCAM ? La recherche. La recherche, oui, c'est ça, c'est essayer de comprendre le son, comment on peut créer un son, comment on peut créer un son nouveau. Pierre Boulez avait déjà anticipé le fait que l'ordinateur deviendrait un acteur prépondérant de la création, de la production et de la diffusion du son. Et ça, c'était quand même assez visionnaire, hein. On parle d'une époque où l'ordinateur démarrait à peine. Donc c'est ça la mission de l'IRCAM, c'est chercher, trouver, dégager des concepts innovants, pourquoi pas même des brevets, des technologies. Donc c'est vraiment un centre assez étonnant, puisque vraiment il y a toutes sortes de thématiques, hein, qui sont abordées, de la création du son jusqu'à sa diffusion, sa transformation, sa perception par l'oreille humaine et par le cerveau humain. Donc on va vraiment de A toute à Z, la chaîne du son est explorée, questionnée. Okay. Exactement. Ouais. Okay. Donc ça, c'est l'IRCAM, Institut de recherche et coordination acoustique /musique. Et là-dedans, il y a une filiale qui s'appelle Amplify, qui a une approche plus pragmatique, plus opérationnelle, plus business. Plus business, ouais. Plus business. Notre boulot, c'est d'être à l'écoute du marché, de comprendre les besoins du marché, et notamment sur le sujet e-commerce, retail, on en parlera tout à l'heure, et de voir comment les technologies qui sont sur les étagères des laboratoires de l'IRCAM, hein, qui sont effectivement qui font l'objet de nombreux brevets, peuvent servir les besoins du marché. Donc aujourd'hui, on est presque une trentaine de personnes, et au quotidien, notre boulot, c'est cette écoute du marché, cette mise en relation avec les innovations IRCAM, ce market fit, hein, comme on dit habituellement. Et du coup, aujourd'hui, on accompagne effectivement pas mal de marques pour les aider à recréer du lien avec leur public à travers le son. Très bien. Je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Ma question, et je commence à ça, pourquoi intégrer le son quand on est un retailer ou un vendeur en ligne ? Alors ou physique, pardon. Oui, voilà, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Le son est l'oreille, l'audition est un des sens les plus directs vers la centrale des émotions du cerveau. Je vais faire simple. Et on s'aperçoit que, par exemple, on s'est aperçu pendant le Covid que quelqu'un qui avait envie d'acheter un parfum ne pouvait plus aller en magasin pour sentir le parfum. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler autour d'expériences, de ce qu'on appelle des empreintes sonores, c'est-à-dire un fichier sonore qui raconte l'intention du parfumeur. On le voit quand, par exemple, toi, tu sens quelque chose, quand on te dit « tiens, sens ça », naturellement, tu fermes les yeux. C'est presque instinctif. C'est pour laisser le maximum de place possible au sens que tu vas utiliser. On le sait, on en parle souvent, les personnes qui ont perdu la vue vont développer une ouïe encore plus importante que la tienne, alors qu'en réalité, tu as les mêmes outils, mais ton cerveau va au plus efficace et au plus rapide. Donc c'est ça la grande force du son, c'est qu'on va pouvoir évoquer une émotion ou une sensation. Par exemple, quand je sens tel ou tel parfum, est-ce que j'ai une sensation de fraîcheur, de fleurs, de musc, etc. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aller chercher grâce au son. Donc ça va permettre typiquement quand je ne peux pas aller en magasin pour acheter un parfum, donc je suis privé d'un de mes sens, je vais pouvoir remplacer ce sens, l'odorat, par un autre sens, l'ouïe, l'audition. Ok. Alors juste un peu de contexte, mais toi tu es
designer industriel de formation et d'expérience. Tu as eu des super expériences dans le passé. Je vous invite à aller voir. Tu as une présentation en ligne qui parle un peu de toi, mais j'ai noté Maserati, Bentley. Ellipson aussi, en son, et des belles marques de son. J'ai toujours... Cheval Blanc aussi. Ouais, Château Cheval Blanc. J'ai toujours voulu mixer le son, le design. C'est vraiment mes deux grandes passions, et c'est pour ça aussi qu'on s'est rencontrés avec Nathalie Birochot, qui est la directrice générale, qui a fondé IRCAM Amplify avec Franck Madlener, le président d'IRCAM. Et très vite, on s'est parlé parce que le design, le son, pour moi, c'est quasiment indissociable. Tout est lié. On le voit. On parle souvent de l'exemple de la cafetière Nespresso. On a tous en tête la signature sonore d'une cafetière Nespresso. Le bruit qu'elle fait. Le bruit qu'elle fait, ce qu'on appelle le son organique, le bruit qu'elle fait naturellement quand elle fonctionne. Tu parles de quoi, du clac quand elle perce quand tu lances ton café, un bruit, une sorte de bruit de moteur diesel qu'on connaît tous, et ça c'est le bruit de la Nespresso. Et je pense, alors on n'a pas pu vérifier cette information, je pense qu'ils ont dû travailler la signature sonore du nouveau modèle. Pareil, je t'invite à l'écouter, qui est beaucoup plus premium. Alors, après, on parlera de comment est-ce qu'on peut rendre un son premium ou pas premium. Pourquoi après maintenant ? Comment est-ce qu'on peut premiumiser un son ? Alors déjà, il y a une méthode qu'on utilise qui a été développée à l'IRCAM, dans un labo qui s'appelait Perception et Design Sonore de l'IRCAM, qui s'appelle la méthode Speak, qui permet de mettre des mots sur des sons. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a tous beaucoup de vocabulaire sur mettre des mots sur le goût, surtout en France, mettre des mots sur l'odorat. On voit bien comment travaillent les nez. Ils utilisent des mots très proches d'ailleurs des mots des compositeurs. On est un orgue à parfum, une note, une touche. Donc on est vraiment dans le même type de vocabulaire. Et on va avec cet atelier Speak, cette méthode Speak, on va aider nos clients à mettre des mots sur des sons pour créer ensuite une sorte de mood board sonore. Donc je pense que tes auditrices, tes auditeurs connaissent bien les mood boards, où on pose un certain nombre d'intentions artistiques, matériaux, design, etc. Là, on va faire la même chose, mais avec le son. Et donc, c'est vraiment, ça nous permet quand on démarre un projet avec un client, on l'aide à poser des mots sur les sons. Et donc, par exemple, fruité, froid, chaud, rugueux, lisse, tous ces mots vont pouvoir trouver leur concordance avec des sons. Vas-y, pardon. Non, c'est vrai que ça vient d'un besoin en fait qu'ont exprimé les designers sonores. C'est-à-dire que quand tu reçois un brief de marque pour la conception d'un son, il se trouve qu'on entend un petit peu toujours la même chose, à savoir je veux quelque chose de très dynamique, mais pas trop, un peu rock, mais en même temps super péchu, jeune, mais voilà. Et c'est compliqué de transcrire ça en un brief concret pour un designer sonore qui parle pas du tout le même langage. Du coup, l'énorme atout de cette méthode, et qu'on utilise très régulièrement, c'est de pouvoir faire cette traduction entre le besoin marque et ce dont a besoin le designer sonore pour vraiment créer quelque chose d'unique. Alors peut-être, j'aimerais bien en comprendre la méthode justement pour aller un peu plus loin sur la méthode Speak, pour parler de Krug ou de ce parfumeur pendant le Covid. En pratique, il se passe quoi ? En pratique, les sound designers rencontrent les créateurs du parfum. Ouais. Donc là, c'est autour d'une discussion où on essaye de comprendre quelle était l'intention créative du nez qui a créé le parfum, qui en général découle d'un brief de son client, la plupart du temps, ou de son client interne. Et voilà, on va démarrer cette discussion autour d'un atelier, donc qui est l'atelier Speak, qui va permettre d'organiser un peu les idées. Et en parfum, je prends l'exemple du parfum, tu sais, il y a une note de tête, une note de cœur et une note de fond. Et ben on va plus ou moins traduire ça en son, avec peut-être une mélodie ou un son que tu vas mémoriser en premier, puis un son qui va t'accompagner sur la durée, etc. Alors c'était exactement, maintenant que tu le dis, et j'y reviens, cette expérience chez Krug, où il y avait absolument, oui, un premier son qui arrive, et puis quelque chose de profond qui reste. Il faut un traducteur, du coup, entre le créatif qui a créé le nez, qui a créé ce parfum, et l'ingénieur sonore, c'est comme ça qu'on l'appelle ? Le designer sonore. Le designer sonore. Il y a un traducteur qui va justement poser les bons mots sur le... Alors en général, c'est animé par le designer sonore lui-même, mais la méthode a été développée pendant de nombreuses années, donc cette méthode nous aide à traduire. C'est vraiment ça le principe de cette méthode. Et en général, le designer sonore, qui est donc... Il y a le mot designer dedans, c'est quelqu'un qui est habitué à créer dans la contrainte. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un musicien. C'est un musicien. Pour être designer, faut d'abord être musicien, mais il faut aussi être capable de comprendre l'ergonomie d'un son, où est-ce qu'on veut appliquer ce son, qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc c'est vraiment un travail de designer. Un designer, c'est quelqu'un qui crée dans la contrainte ? Un designer, c'est quelqu'un qui crée dans la contrainte industrielle, logistique, ergonomique. Tu vois, c'est vraiment la définition d'un designer. C'est pas que faire du beau, faire du bon son, faire du beau, etc. C'est pas uniquement ça.
Ça, c'est plutôt un travail d'artiste, on va dire, d'exprimer quelque chose. Le designer, il va chercher à exprimer la marque, exprimer un service, exprimer un matériau, etc., etc. Donc un designer sonore, c'est quelqu'un qui crée les sons avec un purpose, je sais plus comment, avec un objectif précis, qui est par exemple de transmettre l'intention créative d'un nez sur un parfum. Hyper intéressant. Le designer sonore a créé ces sons pour ce parfumeur. Leur application ensuite, ça a été en ligne, en boutique Alors oui, absolument. En fait, l'idée, c'est justement quand je suis en ligne, par exemple pour un parfum, j'ai juste une photo. La plupart du temps, en plus, c'est une photo du flacon que je connais déjà, et un petit texte qui écrit en quelques lignes ce parfum, est-ce qu'il est fruité, léger, etc. Et on s'aperçoit que du coup, c'est toujours un peu pauvre. Il n'y a pas assez de sentiments. L'émotion, elle passe pas du tout par ce type de média. Et quand on pose le son qu'on a créé, par exemple, pour le parfum infrared de Viktor & Rolf, quand on entend ce son, on comprend l'intention créative olfactive, alors qu'on ne peut pas le sentir. Donc, il y a une expérimentation qui a été faite sur un panel US, un panel France, et qui compare effectivement le comportement du consommateur sur un site de e-commerce face à des produits Viktor & Rolf, sans son, avec un son choisi un peu au hasard, random, enfin pas associé directement au parfum avec une création via la méthode Speak, comme l'expliquait Jean-Yves, et puis le son qui va bien créé avec la méthode Speak. Quand tu associes du son au produit, tu fais en moyenne plus 18% d'intention d'achat. Quand tu associes le bon son, donc c'est-à-dire un son travaillé, sur mesure, qui correspond vraiment à l'intention du produit, à ce que tu veux véhiculer comme valeur, bah c'est plus 40% d'intention d'achat. Et il me semble d'ailleurs que Echo, quand elle est passée chez toi il y a quelques semaines, elle parlait d'un chiffre assez similaire sur les intentions d'achat. Donc tant mieux d'une certaine manière, ça prouve qu'on dit des choses qui tiennent la route. C'est que le son a une vraie valeur pour orienter l'intention d'achat, en tout cas en site de e-commerce. Et puis je trouve que l'histoire est magique, ce que tu racontes effectivement, Jean-Yves. Pendant le Covid, on ne peut plus sentir, bah on va faire sentir avec les oreilles d'une certaine manière à travers l'expérience web. Est-ce que l'expérience peut être similaire avec le goût, une expérience gustative, parce que là on parle d'odorat? Absolument, bah tu citais Krug. Très bon exemple. Hein. Pendant que tu dégustais, tu entendais des sons qui venaient amplifier finalement ton expérience. Ah, c'est marrant ce que tu dis, pardon, je t'interromps. Mais effectivement, moi j'ai pensé nez et pas bouche. Oui. Je te laisse reprendre. Alors, quand tu dégustes un vin, tu utilises autant ton nez que tes yeux, que ta bouche. Mais en l'occurrence, là, le son, c'est vraiment une manière d'amplifier l'expérience ou de décoder, de t'aider à décoder ce que tu es en train de boire, par exemple. Donc, on a fait ça aussi pour le chocolat. On a fait le son du chocolat. Donc oui, on peut. Tu peux donner la marque ou pas? Ça s'appelle Hugo et Victor, et c'est un chef pâtissier chocolatier avec qui on a travaillé, et on a créé pour lui 2 sons, un son du chocolat du mendiant et un son d'un autre chocolat, mais je me rappelle plus ce que c'était exactement. Et voilà, une ganache. Et quand tu écoutes ce son, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on a pu faire pour Viktor & Rolf. Tu comprends quelle était son intention autour du croquant, autour de la saveur des fruits qu'il y a dans le chocolat du mendiant. C'est encore disponible en ligne? Je te pose une colle peut-être. Oui, je pense que oui. Okay. Elle est sur son site. Ouais. Ok, bah, je vous laisse aller chercher et voir. Joli site d'ailleurs. Et là, de la même manière, tu parles à un chef, tu mets des mots sur des intentions d'expression, c'est ça que tu transformes en son et que lui va poser sur son site. C'est ça, c'est exactement. La méthode Speak, c'est une sorte de traducteur d'une émotion à une autre, on va dire. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on l'utilise. Alors, question très pratique, mais on n'a pas tous le son allumé sur nos PC, donc il faut quand même que Victor et Hugo et Victor, pardon, ou le parfumeur, c'était Viktor & Rolf. Ça fait 2 Victor, forcément, voilà. Le pouce un peu, est-ce qu'ils ont accompagné l'opération d'une strate de communication, comment est-ce qu'ils accompagnent cette expérience? Alors, dans le cas de Hugo et Victor, je suis pas sûr, parce que c'est un chocolatier indépendant, on est vraiment dans une approche très singulière du chocolat. Sur Viktor & Rolf, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites sur cet aspect sonore, justement, puisque c'était une demande, c'est un projet qui a été travaillé avec les gens qui développent et qui déploient cette marque. Ok. Ce qui est vachement intéressant dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle de Krug, qui est une expérience dans la vraie vie, IRL, comme on dit, in real life, versus cette expérience qui a été faite pour le chocolatier ou effectivement pour le parfum, qui est une expérience en ligne.
Et ce qu'on voit, c'est que le son fonctionne cross-canal. C'est-à-dire que ce soit une expérience de retail ou que ce soit une expérience en ligne, finalement, l'impact est à peu près le même. Et du coup, on peut... et là aussi, il y a plein d'études qui le montrent. Hein, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites d'ailleurs sur les restaurants. Sur comment tu te comportes dans un restaurant quand tu entends une musique qui est plutôt rapide ou une musique plutôt lente. Donc si tu vas dans un restaurant qui a travaillé son identité sonore, tu vas plutôt être sur une musique qui ralentit, parce qu'on sait qu'évidemment tu vas passer plus de temps dans le restaurant. Si tu passes plus de temps parce que la musique est lente, bah, tu vas consommer plus. Et en fait, les études montrent que c'est d'ailleurs pas consommation de plat, parce qu'une fois que tu as pris ton plat, tu as pris ton plat. En revanche, c'est que tu vas consommer plus de boissons. Donc tu peux faire du son pour une expérience en retail, tu peux faire du son pour une expérience en web. Et effectivement, le panier, tu parles beaucoup de e-commerce, mais ce qui était intéressant, c'est d'élargir un peu le scope cross-canal, quoi. Et super transition justement sur des exemples d'expériences retail, physique. Alors retail où, en tout cas dans des lieux physiques où le son, la musique peut influer sur un comportement, une attitude, un sentiment, un mood. On peut peut-être parler d'un nouveau lieu dont on pourra te dire de qui il s'agit dans 1 ou 2 semaines. Alors cet épisode sort dans un mois, donc non, ok. En tout cas, voilà, c'est un lieu sur lequel on a été amené à travailler sur l'ambiance sonore des différents espaces de ce lieu pour favoriser soit la créativité, soit justement prendre une pause avec d'autres collaborateurs. On a vraiment travaillé l'ambiance sonore de ce lieu pour, je dirais, favoriser une dynamique ou une autre. Donc on voit bien à quel point le son peut influencer, mais au sens positif du terme. Donc en fonction des espaces, je vais avoir un son différent qui m'amènera à la concentration, l'échange, la discussion, la création, voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'expliquait Alexis. Je pense que on le voit bien d'ailleurs. Il y a même des restaurants qui ont travaillé leur absence de son, ou qui ont travaillé le fait de mettre des panneaux pour qu'il y ait le moins d'écho possible. Et c'est l'endroit dans lequel tu vas aimer passer du temps. Donc vraiment le son, le son, la musique, c'est aussi le silence. Et bien travailler tout ça, ça va permettre d'augmenter la qualité perçue du lieu. Tu vas passer un meilleur moment. Alors après, si tu as envie de boire un verre avec des copains et de faire un peu la fête, tu vas plutôt aller dans un endroit où il y a une musique très dynamique avec un tempo rapide. Donc voilà, c'est à nous, conjointement avec nos clients, de travailler ce qu'on veut obtenir au final. Est-ce qu'on peut imaginer alors je reviens au digital et au site web, mais un son ou une musique qui est fonction du comportement de l'utilisateur. J'essaye de trouver un exemple. On fait de plus en plus de contenu dynamique. En fonction de ce que j'ai vu précédemment, on va m'afficher tel ou tel produit ou tel univers. Je me demande si, de la même manière, en fonction de la manière dont je navigue sur le site, une expérience sonore peut évoluer pour m'amener à y rester peut-être plus longtemps. C'est un des soucis des commerçants et e-commerçants. Passer à l'acte. À ma connaissance, ça n'a pas été fait, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas expérimenté prochainement. En fait, sur le texte, tu le vois, sur les pubs, tu le vois. Dès que tu as de la data sur le comportement d'un user en ligne, tu peux lui adresser les bons contenus, la bonne pub au bon moment. Il n'y a pas de raison sur le son. Mais je pense qu'avant ça, il y a une étape qui serait déjà de largement utiliser du son sur des sites de e-commerce ou sur des sites en général, ce qui n'est pas aujourd'hui très répandu. Il y a quelques marques très avant-gardistes qui le font. On en a évoqué un certain nombre là déjà depuis tout à l'heure, mais toutes ne le font pas encore. C'est pourtant un énorme océan bleu. Jean-Yves, tu l'as très bien expliqué. Il y a des leviers énormes avec le son. Donc il y a plein de choses à faire. Mais avant, je pense, d'utiliser de la data pour donner le bon son au bon moment à l'internaute, je pense qu'il y a une marche supplémentaire à franchir qui serait vraiment populariser le son sur des sites de e-commerce. C'est en train de venir. Nous, on a été approchés récemment par un gros acteur US dont je peux pas parler pour l'instant, mais qui nous a dit text is même not après le 6 enough. octobre. Même après le 6 octobre. Okay. Qui nous a dit text is not enough. Et ils sont vraiment en recherche de relais de croissance, en tout cas de relais de communication et de marketing. C'est pas la vidéo, parce que la vidéo, tout le monde est saturé de vidéo. Le texte, c'est le truc éternel, ça fait des décennies que c'est présent. Oui, ça s'accélère en plus avec les IA qui permettent de générer très facilement des textes à la volée. Absolument. Donc, où est-ce que tu vas mettre une différenciation ? La prochaine frontière. Exactement. Ok. Et c'est là où le son est génial. Ce qu'on peut ajouter sur cet aspect multimodal cross-canal, on voit bien aujourd'hui qu'on a été dans l'ère de la communication pendant de nombreuses années. Là, on entre plutôt dans l'ère de l'entertainment. On va prendre l'exemple, par exemple, du défilé Vuitton de Pharrell Williams, où la musique était omniprésente. Il y avait même un
chœurs entiers de gospel qui chantaient pendant tout le défilé live. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le son a pris une place très différente de celle qu'il a pu avoir dans les années 80-90 où il accompagnait une image. Là, il va venir construire un discours, créer un lien émotionnel entre la marque et son public. Et on le voit très nettement. Alors Pharrell Williams, c'est un exemple évident puisqu'il lui-même est musicien. Mais on voit bien que, par exemple, sur les défilés de mode, les plus grands musiciens se sont exprimés, ont créé des partitions spécifiques pour les défilés. Parce que ça fait déjà quelques décennies que les créateurs de haute couture, notamment, ont compris que le son allait amplifier un message. Je trouve ça hyper intéressant. Et tu parlais d'émotion tout à l'heure, et c'est vrai qu'on en a parlé pendant l'entretien, le gap du payant, j'y viens, mais chez Porsche, on disait ça, hein, il y a une option payante qui est de alors maintenant je crois que c'est diffusé à l'intérieur de la voiture, mais il y a quelques années c'était d'ouvrir les clapets pour fenêtre ouverte ou quand on roule décapoté, avoir le son originel, ou en tout cas plus proche de l'originel du moteur qu'est le Flat Six, plutôt que maintenant pour des raisons environnementales et de pollution sonore dans les villes, ils sont obligés de le réduire. Ouais. Alors le sujet du son dans la voiture, c'est un sujet très 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 important pour certaines marques. Alors on s'éloigne un peu du retail et du e-commerce. Allons-y. Mais allons-y. Les chakras. Et je pense que Jean-Yves, t'as plus de choses à dire que moi parce que t'as travaillé dans le domaine. Mais effectivement, il y a un sujet réglementaire qui oblige à diminuer le son extérieur de la voiture. Le son était un problème autrefois dans la voiture. Maintenant, c'est plus un problème quand on est dedans parce que les voitures sont extrêmement silencieuses. Du coup, c'est comment je retrouve une expérience à l'intérieur de ma voiture, surtout quand j'ai envie de mettre du volume dans les pistons, quoi, et que je veux que ça sonne et que ça donne du bruit. Oui, je pense que il y a effectivement le réglementaire. On a même été obligé la plupart des marques ont été obligées de créer un son spécifique pour les piétons, pour les véhicules électriques, pour les véhicules électriques qui ne font plus aucun bruit. Et effectivement, les marques automobiles avec qui on discute aujourd'hui sont en train de chercher comment faire vivre une expérience pendant un voyage. Et l'expérience, c'est aussi le son de ce voyage. Donc, tu peux écouter la musique que tu écoutes d'habitude dans ta voiture, mais tu peux également, il y a certaines marques qui commencent à s'interroger sur la manière dont ils pourraient proposer une vraie expérience globale avec la marque. Puisque, on en parlait, aujourd'hui, c'est ce que cherchent à faire les marques. C'est créer un vrai lien, une tribu. On parlait des love brands, la personne que tu as interviewée de Echo parlait des love brands. Ça passe aussi par le son, par la signature sonore de la marque. Et c'est pas juste la musique qu'on passe pendant la pub. C'est aussi tous les liens qu'il y a entre une marque, un produit et son utilisateur. On le voit notamment sur les montres connectées, où le son, la vibration, on travaille aussi nous sur des problématiques d'haptique. Donc l'haptique, c'est le sens du toucher. On voit bien que ça crée un rapport pour ceux qui ont des montres connectées. Le petit son qui t'avertit que tu as un SMS, etc., fait partie intégrante du produit. C'est une fois de plus presque un son organique du produit. Et nous, on travaille beaucoup sur ces sujets d'interface, justement. Je me demandais si, tout à l'heure, je parlais de la friction à mettre du son sur son PC quand on est, par exemple, dans un open space, et je réalise qu'en fait, ça va faire vieux con, mais quand je bossais dans des open space il y a 10 ans, il n'y avait pas toutes ces oreillettes Bluetooth que maintenant tout le monde a vissées dans les oreilles. Et c'est vrai que le son est permanent. Et que c'est beaucoup plus facile d'écouter de la vidéo, d'écouter du son, d'écouter de la musique, entouré de monde et de rester quand même dans son monde. Donc j'imagine que ça, d'une certaine manière, ça permet pas une accélération, mais en tout cas, ça fait casser certaines frictions potentiellement pour. Alors tu as complètement raison. On voit bien, il y a une vingtaine d'années, c'était difficile de se procurer du bon son. Il fallait mettre beaucoup d'argent dans des très belles machines avec des très belles enceintes, etc. Aujourd'hui, le son est presque partout, c'est-à-dire presque tout le monde a un smartphone avec un son donc qui peut être tout à fait correct et comme tu viens de le dire, une paire d'écouteurs qui propose une expérience sonore qui est déjà de très grande qualité au plus grand nombre. Ce qui était difficile encore une fois il y a 10-15 ans. Donc je pense que ça aussi c'est une des choses qui fait que le son est à nouveau un média si intéressant et si important. On le voit d'ailleurs avec le succès des podcasts. C'est que je suis dans le RER, je peux écouter de la musique, je peux écouter un podcast, et c'est vraiment cette approche sonore qui est vraiment passionnante et aujourd'hui qui est devenue très accessible. Et on voit bien même dans les salons des gens qui achètent une grande télé. Aujourd'hui, tu peux acheter une barre de son ou un système hi-fi qui est très correct, qui te permet d'avoir une très jolie expérience sonore avec des budgets accessibles au plus grand nombre. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 15-20 ans. Est-ce qu'il y a des exemples de marques ou de produits qui n'utilisent pas justement le son aujourd'hui pour faire vivre des émotions et des expériences particulières en lien avec leur univers et qui devraient le faire ?
Il y a On n'a pas préparé énormément cette de. Non. C'est pour ça que je regarde le ciel là, et par la fenêtre, et je me dis au secours. Il y a beaucoup de potentiel pour les marques de luxe, pour les marques de cosmétiques, pour les marques de food, on l'a dit, de spiritueux. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que quand tu es une marque qui veut réfléchir au son, il faut avoir un certain nombre d'assets sur ta marque, sur ton identité, et il faut aussi avoir déjà eu cette capacité à prendre de la hauteur sur l'expérience que tu procures à tes clients. Donc les marques qui sont capables de vraiment réfléchir aux expériences avec du recul, voilà, spontanément, c'est les marques de luxe, celles que j'ai citées, cosmétiques, luxe, spiritueux, qui se tournent vers nous. Et c'est spontanément avec celles-là qu'on travaille. Alors, avec effectivement quelques exceptions dans le monde de l'automobile, on en parlait historiquement. Tu vois le son de la Zoé, ce petit. J'espère que je le retranscris bien dans le Zoé. Je le refais. Impeccable. Le son de la Zoé, cette voiture électrique de Renault, il a été conçu par l'IRCAM. Donc ce son que tu entends en fait dans la rue maintenant. Donc c'est un son complètement virtuel qui n'a rien à voir avec la motorisation, avec les batteries. Absolument. Ouais. C'est un son qui, justement, donc ça a été créé par les équipes de l'IRCAM et de design sonore. C'est un son qui t'alerte du fait que la voiture est dans les parages, sans non plus t'effrayer. Il faut que ce soit un son aussi qui crée une connexion. Quand tu entends ce son, que tu te retournes et que tu vois cette voiture, c'est vraiment un son qui est très sophistiqué. C'est une signature qui est là pour finalement, c'est quand même drôle parce que un des avantages de la voiture électrique, c'est que c'est silencieux, mais à une certaine vitesse, ce silence peut être un danger. Donc il a fallu créer cette signature qui se déclenche d'un certain kilomètre à une autre vitesse. Enfin, tu vois, c'est très cadré pour permettre à la voiture de se signaler. Donc on pourrait faire un son purement fonctionnel qui dirait juste « attention, j'arrive ». Je suis là. Mais c'est quand même vachement plus intéressant quand ce son est qualifié, quand il raconte un peu l'histoire de l'automobile, etc. Et c'est ce que les marques auto ont bien compris, puisque l'idée c'est de trouver une forme de connivence avec tes utilisateurs pour qu'ils aient vraiment une belle expérience utilisateur. Chaque ingrédient, chaque point de contact entre l'utilisateur ou le consommateur, c'est souvent la même personne, doit être qualifié. Donc c'est les couleurs, les matériaux et le son. Tu me disais tout à l'heure qu'un designer crée dans la contrainte. Là, typiquement pour la Zoé, c'était quoi la contrainte ? Le cadre ? Alors, je pourrais pas répondre, j'y étais pas à l'époque, c'est un projet qui date de quelques années, mais on peut imaginer que la contrainte, c'était très probablement d'être entendu par l'ouïe d'un enfant et l'ouïe d'une personne âgée. Enfin, tu vois, il y a tout un ensemble de users qu'on identifie, de personas qu'on va créer pour justement travailler le son qui soit ergonomiquement viable et qui soit, en termes de territoire de marque, signifiant pour la marque qui l'utilise. Et tu parles de territoire de marque, c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, on parle de cross-canal, de son cross-canal, de territoire de marque. En fait, quand je connais pas aujourd'hui même une marque de luxe qui s'investit sur le son, et on en a parmi nos clients, qui soit capable d'avoir une approche du son homogène sur tous ces points de contact clients, que ce soit retail, web. Aujourd'hui, les choses sont approche un petit du peu son éclatées. Pas du son homogène, tu as dit, c'est ça. J'ai improvisé là. C'est pas un bien. concept. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs des choses sur lesquelles nous on travaille avec nos clients, c'est comment j'apporte d'abord un diagnostic sur l'investissement sonore de ta marque. Dire, tu mets une playlist dans un magasin. Est-ce que cette playlist, elle véhicule véritablement les valeurs de ta marque ? Est-ce qu'elle est cohérente par rapport à l'identité sonore que tu vas mettre sur ton site ? Et a fortiori, si tu fais de la voiture en plus, est-ce qu'elle est cohérente par rapport au son que tu as mis dans la bagnole ? C'est hyper intéressant, et la plateforme de marque est un des sujets qu'on aborde régulièrement sur le panier, et nous en tant qu'agence. Ce que tu dis, en gros, c'est que le jour où j'écris ma plateforme de marque, l'univers sonore doit faire partie des questions que je me pose. Tu veux rebondir, sinon je termine ma question ensuite, c'est comment je fais ? Alors, juste pour rebondir, en effet, on voit bien que c'est un des aspects liés à l'émotion, toujours très important dans une marque. Beaucoup de marques l'ont compris. Nous, on a déjà travaillé sur des interfaces d'objets connectés développées par des marques de luxe telles que Louis Vuitton. On a fait une enceinte pour Louis Vuitton où on a travaillé justement les sons d'interface pour que ces sons d'interface soient signifiants en termes d'ergonomie, mais aussi et surtout en termes de territoire de marque. Quand j'utilise ce produit ou une montre connectée, par exemple, je fais partie d'une tribu de gens qui utilisent les mêmes produits. Tu parlais de l'automobile qui est un très bon exemple. Il y a des gens qui s'achètent des autos presque pour le son.
pas seulement évidemment, mais on a parlé de Herbert von Karajan et des Ferrari. Tu parlais de Porsche tout à l'heure. Alors on en a pas parlé au micro, mais tu peux peut-être juste détailler rapidement cette anecdote. Il y a une légende urbaine qui dit que Herbert von Karajan avait fait enregistrer le son de ses Ferrari sur un circuit pour pouvoir les écouter chez lui. Voilà. Mais même si c'est une légende urbaine, on voit bien ce que ça raconte. On voit bien que ça raconte un lien émotionnel fort avec une marque qui, naturellement, une automobile à essence, générait naturellement un son. L'exemple le plus connu étant la signature sonore d'une Harley-Davidson. Les yeux fermés, tu sais que c'est une Harley-Davidson qui arrive dans la rue et pas une autre moto. Donc on voit bien que cette signature organique fait partie intégrante des signaux que porte l'objet ou le service ou le lieu pour aider l'utilisateur ou le consommateur. Quand on parle d'un musée, on parle plutôt d'un utilisateur ou d'un visiteur. Ça va lui donner une expérience supplémentaire à celle qu'il verra avec ses yeux ou qu'il peut éventuellement sentir. Là, il aura une expérience plus grande, plus intense et plus émotionnelle que s'il n'y avait pas de son du tout et juste le brouhaha d'un musée, par exemple. Donc deux choses, le penser tôt et dans sa plateforme de marque, et ensuite l'homogénéiser, l'uniformiser sur les différentes expériences et toucher que je vais avoir avec mon utilisateur ou mon client. Exactement. Alors comment je fais pour imaginer mon expérience sonore, mon univers sonore? Effectivement, vaut mieux le faire en amont quand tu commences à t'engager là-dedans. Et nous, c'est une des choses qu'on propose à nos clients, c'est de réaliser ce diagnostic sonore. D'aller regarder tout ce qu'ils font, toute leur présence sonore, y compris les choses qu'ils n'imaginent même pas. Automobile, ça peut être le bruit de ton moteur. Est-ce que ça véhicule vraiment ton identité de marque, y compris réseaux sociaux? Il y a une étude qui est parue récemment en Corée qui montre pour de la vente en ligne. Alors la musique est omniprésente, le son est omniprésent sur les réseaux sociaux. Un TikTok, j'en parle même pas. Si tu mets des sons avec des tempos rapides, tu pousses à l'achat impulsif. Si tu mets des sons plus lents, l'internaute va passer plus de temps et réfléchir davantage à son achat. Donc, ça dépend de l'expérience que tu veux donner en fait à l'internaute. Mais tu vois, on parle de réseaux sociaux. Tout de suite. Exactement, tout de suite est cher. Mais on a les réseaux sociaux, on a l'objet quand il y en a. On a l'expérience en ligne, on a l'expérience retail, tout ça, ça doit former quelque chose de cohérent, pour pas dire homogène, parce que j'ai eu du mal à le dire tout à l'heure. Homogénéisation, bien prononcé, c'est bien. De l'ensemble de ces expériences sonores, c'est hyper important. Sinon, c'est une espèce de cacophonie en fait que tu crées. Et imagine l'expérience consommateur. Tu te rends dans la boutique, tu reconnais le son. Quand effectivement Jean-Yves va très bien expliquer cet impact, je ne sais pas si on peut dire cerveau reptilien chez quelqu'un qui va déclencher une sensation, une émotion. Quand tu retrouves cette émotion dans un point retail, e-commerce en ligne ou dans l'objet en tant que tel, ça y est, tu as créé un univers et d'une certaine manière, le consommateur est captif avec toi, mais pour une belle expérience, quoi, quelque chose d'émotionnel. Pour répondre à ta question, on va faire ce diagnostic, on va écouter l'ensemble des points de contact sonores de la marque avec ses utilisateurs ou ses clients. Ensuite, on va prendre le temps de se demander qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser aussi la méthode SPEAK. On va prendre la plateforme de marque, soit qui est en devenir, soit qui existe déjà, et on va faire en sorte que ce qui va être produit de manière sonore soit cohérent avec le message que tu veux faire passer. On imagine bien que le message d'un Louis Vuitton n'est pas du tout le même que le message d'une eau pétillante ou le message d'un parfum. On est vraiment dans des choses très très différentes. Donc, alors évidemment sur des marques qui utilisent plusieurs types de produits, les grandes marques de luxe notamment qui proposent des produits extrêmement variés, c'est encore plus important de faire ce diagnostic, travailler sur le portrait sonore, l'identité sonore, le portrait de cette marque, parce que ça va nous permettre de vérifier et d'aider les personnes qui portent les messages sur les réseaux sociaux, dans les magasins, etc., à aligner cette grammaire sonore finalement avec ce qu'est la marque en elle-même, son territoire. C'est assez poétique. Si vous cherchez SPEAK dans votre moteur de recherche préféré, moi j'ai utilisé Google, SPEAK IRCAM, vous avez effectivement la présentation, alors c'est speak.ircam.fr avec des explications, des accès à des forums pour creuser un peu le sujet. Vous aidez les marques à se comprendre et à créer ces univers sonores, mais vous faites aussi de la recherche à IRCAM. J'aimerais parler un peu d'avenir. Quels sont les sujets ou les mots-clés qu'on entend régulièrement si on traîne à l'IRCAM en ce moment? Est-ce qu'on entend parler d'AI? Est-ce qu'on entend parler d'émotions, de voix de synthèse peut-être? On parle, oui, bien entendu, on parle de ces sujets depuis plus longtemps que Google quand ils ont prononcé 45 fois le mot AI lors de leur dernière conférence. Non, c'est un sujet qui intéresse depuis très longtemps les chercheurs de l'IRCAM.
et donc qui nous intéresse nous aussi chez IRCAM Amplify, c'est essayer de comprendre comment on va pouvoir faire en sorte que cet outil, l'AI, devienne un compagnon vertueux du créateur. On a aussi une mission qui est de faire en sorte que ce soit un outil qui aide le créateur à travailler plus vite, mieux. Et on voit bien d'ailleurs que dans les sujets d'IA et de musique, il y a eu pas mal de tentatives qui ont été faites ces derniers temps, que tu peux voir sur YouTube, etc., où on reprend la voix de l'ancien chanteur d'ACDC pour qu'il puisse chanter les nouvelles chansons d'ACDC. Alors voilà, ça va très vite. Donc c'est un sujet qui est déjà bien travaillé à l'IRCAM depuis quelques années. Et donc il y a tout un ensemble de cellules et de chercheurs qui travaillent sur ces sujets spécifiquement. On a fait, il y a quelques temps, avec le magazine Le Monde, on a recréé l'appel du 18 juin. C'était l'IRCAM, c'est vrai. Voilà, vous en absolument. avez tous et toutes entendu parler cet été. Oui, c'est ça. 18 juin, a priori. C'était l'IRCAM. Ok. C'était l'IRCAM. Oui, alors c'est un département un petit peu différent parce qu'effectivement, on est moins dans le design, on est dans la. Parce que ce discours n'a jamais été, pardon, juste le contexte, c'est que le discours n'a jamais été enregistré, je crois. Seulement des passages qui sont sortis. Et donc vous avez recréé, ce département a recréé l'intégralité du. C'est ça. L'histoire est assez belle parce qu'en plus il n'y avait pas de transcrit écrit du discours, donc il a fallu, et ça c'est Le Monde qui a fait un remarquable travail d'archive, de fouiller dans les archives, et ils sont allés jusque dans les archives des services secrets suisses où le discours du général de Gaulle, donc 18 juin, a été retranscrit en allemand par les services secrets. Donc ils ont retrouvé ce texte, ils l'ont transcrit en français, et ensuite effectivement il y a eu une conception en voix de synthèse, une reconstruction en voix de synthèse de la voix du général qui du coup a lu le fameux discours dont on a retrouvé de la transcription, mais qui n'avait jamais été enregistré jusqu'à maintenant. Bon, ça c'est un autre département sur le sujet des voix de synthèse. Il y a énormément de choses qui arrivent sur le marché aujourd'hui, et on le voit dans les vidéos, deepfake, etc. Mais c'est un sujet très très vaste, il nous faudra un autre podcast là. Non mais je veux pas t'interrompre, mais surtout je rebondis sur ce que tu disais, Jean-Yves. J'étais en train d'imaginer qu'en fait un vin ou un plat, il a une signature aussi chimique, et je me demande dans quelle mesure tu peux passer d'une signature chimique à une interprétation via un algo et la création de sons qui vont avec. J'imagine que le designer sonore peut s'aider, parce que l'IA pour moi elle va nous aider, s'aider, j'imagine, de la chimie, de la physique pour inventer ces sons ou créer ces sons, peut-être même à la volée, autour d'une expérience à un instant T sur un... Je te vois sourire, donc j'imagine... Non, je souris parce que c'est évidemment des sujets sur lesquels on travaille. Il y a certains labos de l'IRCAM travaillent spécifiquement sur ce sujet, je dirais, de concordance, on va l'appeler comme ça. Donc c'est évidemment pour l'instant encore super confidentiel, mais bien entendu, il faut qu'on explore ces voies. Il faut qu'on explore ces voies de l'intelligence artificielle sur la manière dont on va l'utiliser de manière vertueuse dans les années qui viennent, puisque tu ne peux plus l'ignorer. On voit d'ailleurs Adobe, qui est donc la plateforme qui édite Photoshop, Illustrator, etc., a très très bien compris ça et propose à ses utilisateurs une aide IA pour justement les aider à continuer à être des créateurs. Puisque là, ce qu'on entend, on entend un peu tout n'importe quoi. On entend dans un an, il n'y aura plus besoin de musiciens, la musique se fera toute seule. On entend dans un an, les photos, il n'y aura plus besoin de les prendre. Midjourney va tout créer. Enfin, tu vois, on entend tout et n'importe quoi. Donc, il est important là justement de regarder ce qui se fait, d'essayer d'interroger la manière dont on va pouvoir les utiliser de manière vertueuse dans les années qui viennent. Entendu. Et donc, oui, pour répondre à ta question initiale, il y a effectivement des recherches de concordance presque algorithmique, on va dire, sur la manière dont on pourrait interpréter tel ou tel sens et le transcrire ou le translater, j'allais dire en anglais, vers un autre sens. Et pour finir, je voulais parler des lieux d'écoute. TikTok, YouTube, un site internet, un supermarché ou une boutique, mais quid du métaverse, par exemple, des lieux de concert. Et on en parlait en préparant cet entretien, mais tu me disais que Netflix rachète des cinémas. Oui, j'ai lu ça récemment, oui. Ils rachètent des vieux cinémas légendaires et ils les équipent en son Dolby Atmos, donc qui est le son spatial, pour permettre, alors apparemment de ce que j'ai compris, ils vont diffuser des films un peu classiques, mais également s'en servir pour les premières sorties de certains épisodes clés de séries à succès. The Office en Dolby Atmos. Quoi. Et c'est un move qui est intéressant à observer parce que on voit bien récemment, à l'IRCAM, on a rediffusé le Random Access Memories des Daft Punk en son spatial. Et alors, voilà, et ouais, j'ai vu que tu avais des posters de Daft Punk et du centre Georges Pompidou, donc ça, franchement, t'as assuré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que alors que je peux écouter cet album quand je veux, où je veux, quand on a ouvert la billetterie, toutes les places se sont écoulées en quelques secondes
parce que on voit bien que les gens ont aussi envie de profiter du son dans d'autres conditions. C'est-à-dire qu'il y a une expérience sonore qui est différente entre le son spatial et le son que tu auras dans tes AirPods, par exemple. Donc, on voit bien que le lieu peut énormément influencer la qualité de l'expérience. Si le son est bien accordé avec le lieu, tu peux faire vivre une expérience vraiment unique. Et on le voit aujourd'hui, les gros concerts, les Coachella, etc., réunissent des centaines de milliers de personnes avec un DJ qui, en général, passe sa musique. Parfois, il la crée en live, mais assez rarement. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup à la musique électronique. Il joue son morceau qui est quasiment le même. Mais l'expérience globale est tellement puissante. Et tu as tous les autres qui sont là. Donc, le lieu où tu vas écouter le son, bien sûr, ça compte. Je l'ai vécu, moi, récemment, mais pas pour le son, pour l'image. J'ai vu Oppenheimer au Grand Rex qui le diffusait en bande analogique, 70 mm. Donc, gros grain, ils ont monté un projecteur. D'ailleurs, c'est marrant, c'est comme dans la Cité de la Peur. C'est comment s'appelle cette marque de projecteur Kinoton. Une Kinoton. Et une expérience juste incroyable sur un écran immense avec un grain tout à fait particulier. Donc je comprends. Et l'expérience était totalement différente. Et je suis sûr que je serais allé dans un MK2, un pâté, j'en sais rien. L'expérience aurait été très différente. Donc je veux bien croire que cette expérience sonore procure tu l'as dit tout à l'heure, des goosebumps qu'on n'a pas dans d'autres conditions. Métaverse et son, est-ce que ça vous... Oui, ça nous parle. Partie des sujets. Bien sûr, ça nous parle. Ce sont des choses qu'on explore. On commence à discuter avec pas mal de partenaires qui s'intéressent au sujet, puisque pour l'instant, les univers proposés dans des métavers, qu'ils soient uniques ou pluriels, sont toujours relativement froids, digitaux. Ils passent peu d'émotions. On est plutôt pour l'instant dans des métavers de relations et de communication. Et donc nous, on regarde la manière dont on pourrait utiliser le son pour redonner justement un sentiment de chaleur humaine ou d'émotion, en tout cas quelque chose qui soit justement plus de l'ordre de l'émotionnel que du factuel où tu avances. Pour l'instant, les métavers qu'on connaît sont pratiquement toujours des lieux dans lesquels tu déambules et tu découvres tel ou tel objet de la marque. En tout cas, les métaverses dont que se sont appropriés les marques, c'est assez souvent juste pour découvrir d'une autre manière les produits. Et nous, on pense qu'il faut proposer une expérience globale, et donc évidemment le son a une grande part à jouer. Et de préférence, d'ailleurs, en son 3D, en son spatial. Absolument, ouais. Parce que tu procures une expérience 3D, tridimensionnelle quand tu es dans un métavers. Donc pourquoi avoir un son flat, stéréo, quoi. Donc là, effectivement, on travaille avec des acteurs du métavers sur comment tu procures une expérience de son immersif, donc tout autour de toi, avec différents objets qui sont derrière, devant, sur le côté. Et ça encore, c'est le mot-clé depuis tout à l'heure. On l'a commencé au début du podcast et on finit quasiment avec. C'est le mot expérience. C'est le mot clé pour les marques. Il y a des marques qui font des films aujourd'hui, doivent avoir reçu des récompenses pour un film qu'ils ont fait, qui a été diffusé sur des plateformes et qui sont des récompenses artistiques pour un film. Des marques qui demain font des concerts, produisent des concerts, des artistes, en tout cas qui vont dans le son. Ça fait complètement sens pour l'expérience. Formidable. Moi, je retiens 2 choses seulement. Son avec tempo rapide pour pousser à l'achat impulsif. C'est peut-être un raccourci, mais je comprends que tu retiennes ça. C'est l'étude. Et l'autre stat qui était intéressante, pas de son, pas de changement. Un son, mais pas forcément en lien avec le produit, plus 18% d'intention d'achat, et un son qui a été pensé en rapport avec le produit qu'on est en train de visualiser, de découvrir, de lire, plus 40% d'intention d'achat. Donc ne laissez pas le son de côté. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez retrouver Jean-Yves Le Porcher sur LinkedIn, ainsi qu'Alexis Botaya, si vous voulez poursuivre la conversation. Ce sera avec plaisir. Et si vous avez des questions, merci, je vous invite à aller regarder leur réalisation aussi sur Earcam Amplify. Speak, comme ça, en anglais, S-P-E-A-K, Speak de l'Earcam, vous trouvez ça aussi sur Google si vous voulez creuser le sujet. Merci infiniment, chers auditeurs. On est sorti un peu des sentiers battus, mais l'idée, c'était de s'ouvrir les chakras sur d'autres méthodes de communication auprès de vos utilisateurs et de transmission surtout de votre culture, de votre ADN, de votre plateforme, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Il faut faire vivre des expériences pour marquer les esprits. Absolument. Merci à vous deux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du Penny jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire.
Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.